La culture en général et le cinéma en particulier peuvent et doivent jouer un rôle déterminant dans la construction du Maghreb arabe. C'est la ministre de la Culture, Khalida Toumi, qui l'a déclaré à l'occasion de la séance inaugurale du Festival d'Alger du cinéma maghrébin. Un festival qui a réuni énormément de talents, de grands cinéastes, mais aussi des films convaincants qui témoignent, si besoin est, de l'avancée enregistrée par les cinéastes de la région. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le cadre de cette escale de votre émission que nous consacrons au cinéma du Maghreb. Un cinéma qui brille de mille feux à l'heure qu'il est, puisqu'il enregistre de nombreuses satisfactions à l'occasion donc de ces sorties festivalières. Nous avons parmi nous ce soir, pour parler du cinéma maghrébin, des invités de marque qui ont à cœur donc le 7e art, ce moyen d'expression le plus abouti et le mieux placé pour restituer des pans importants de la mémoire collective maghrébine. Parmi nous ce soir donc Selma Bargache, qui est cinéaste et qui a présenté donc un film en compétition, La 5e corde pour plus de précision, un film plein de sensibilité et ce qui suscite une attention toute particulière dans la mesure où la tradition et la modernité sont mises face à face de manière à mieux servir les intérêts pluriels du peuple marocain. Avec nous ce soir aussi, Chergui Kharoubi, qui est venu à ce festival avec un documentaire dédié au grand savant Ibn Khaldoun, que nos universités ont mis entre parenthèses, mais qui est toujours là pour nous rappeler que la transformation plurielle d'un peuple ne peut intervenir que dans la mesure où il existerait une symbiose entre les pouvoirs dominants et les peuples qui sont appelés à gouverner. Avec nous aussi un grand cinéaste de la région. Il s'agit de Mahmoud Ben Mahmoud, que les spectateurs et téléspectateurs algériens connaissent, marocains aussi, puisqu'il a commis de nombreux films, parmi lesquels le tout dernier qu'il a présenté à Alger, Le Professeur, qui nous interpelle, ou si vous préférez, qui interpelle l'intellectuel maghrébin sur ses capacités à se remettre en question, de manière à ce qu'il puisse lier sa pratique aux luttes des masses et à leurs aspirations à la transformation plurielle et au progrès. Enfin, nous ne pouvions pas consacrer une émission au cinéma maghrébin et au festival qui nous a permis de rencontrer des cinéastes sans inviter M. Abdelkarim Aïtoumeziane, qui est directeur général du Centre national du cinéma algérien et commissaire général donc, de ce premier festival d'Alger du cinéma maghrébin. Donc avant de nous retrouver, je nous invite à assister donc à la présentation de ce premier VTR. أتمنى من كل القلب أن تكون الطبعة الأولى لمهرجان الجزائر الثقافي المغاربي للسينما فرصة ومنبر للنقاش والتفكير المشترك للبحث المتضامن لسبل وإمكانات رفع العراقيل التي تحول دون إشعاع الفيلم المغاربي في بيته أي في المغرب العربي. ولن أهني كل من بادر لإظهار هذا المهرجان اللي طال ظهوره. ممكن هو المهرجان الوحيد في حد ذاته يختص بالأفلام المغاربية. هذه نعتبرها خطوة من خطوات بناء المغرب العربي، ولو
بدأت الخطوة الأولى خطوة ثقافة، يعني وراء هذا نوايا طال الزمان وقصر يبنى المغرب العربي. أظن أن مشاركتي في هذا المهرجان الذي يعتبر بالفعل يعني خطوة أساسية ومهمة في بناء الصرح السينمائي الثقافي في المغرب العربي يعد خطوة أساسية، وبالتالي حضوري هنا هو حضور له طعم خاص لأنها بداية تأسيسية، وبالتالي أظن أنه الآن بدأنا نفكر جديا في خلق هذه الثقافة اللي كنا كنسعاو إليها، وهي ثقافة المغرب العربي بشكل عام. أظن الحمد لله أن البداية يعني نعيش أجواء البداية، وكما قالت وزيرة الثقافة هذا يوم تاريخي نعيشه جميعا دول المغرب العربي في هذه البداية الحقيقية لما يسمى بالثقافة المشتركة وبالإرث المشترك وبالتاريخ المشترك لهذه المنطقة. هذه المرة راني فرحان خاطر هذا محسوب الناس اللي جاوا يشوفوه ما مش غير لي سينيفيل اللي يروحوا يشوفوا الأفلام في لي رونكونت، راني نشوف بزاف الناس. المهرجان هذا مهم جدا لأنه يعني هو فرصة باش نشوفوا الأفلام المغاربية، وإحنا ماذا بينا أنه هذا المهرجان نخرجوا منه انه تكون المشاركه تاع الافلام المغاربيه ماشي غير في المهرجانات، تكون فرصه باش الجمهور الجزائري يقدر يشوفها على طول العام. اعتقد ان للسياسه اصحابها والثقافه رجالها ونسائها، وبالتالي الناس ديال الثقافه دورهم هو تمتين العلاقات، والثقافه دائما كتلعب ذلك الدور المحرك في العلاقات. يجب ان نتجاوز كل الخلافات لان ما يجمعنا ما يربطنا اهم بكثير مما يفرقنا. Nous revoilà dans le cadre de votre émission Escale méditerranéenne à partir de l'hôtel Saphir, plus connu sous le nom d'hôtel Aletti, un espace emblématique s'il en est, puisqu'à l'occasion de son inauguration en 1930 se trouvait Charlie Chaplin, que tous les Maghrébins connaissent, Olivia de Havilland aussi, à qui il a été présenté l'urbab, un instrument ancestral par le grand maître de la musique classique algéroise de l'époque. Je voudrais parler de Mohamed Fakharji. Nous revoilà donc, après avoir vu ce VTR, nous allons donner la parole à nos invités. Je rappelle que nous avons parmi nous Selma Bargash, qui est cinéaste marocaine, Chergui Kharoubi, documentariste algérien, Mahmoud Ben Mahmoud, cinéaste tunisien, et enfin Abdelkarim Aïtoumeziane, directeur général du Centre national du cinéma algérien et commissaire général du premier festival culturel maghrébin, le Festival d'Alger, bien entendu. Les raisons qui ont poussé le ministère de la Culture à organiser cette manifestation méritent d'être connues. Écoutez, d'abord, les raisons, d'abord, il faut qu'il y ait des festivals, que ce soit le festival maghrébin ou bien le festival du film arabe ou bien le festival du film amazigh. Il en faudra encore d'autres festivals. Le festival, ça permet aux professionnels de se rencontrer. Comme vous le savez, un festival, c'est un lieu de rencontre, d'échange, et ça va permettre d'abord la circulation des films des pays maghrébins. Mahmoud Ben Mahmoud. Vous êtes un cinéaste connu, plus qu'un cinéaste, vous êtes aussi un intellectuel organique connu, si l'on se réfère bien sûr au canon tel que défini par Antonio Gramsci, le théoricien italien et fondateur du Parti communiste italien. Vous êtes scénariste. Vous êtes quelqu'un qui réfléchit énormément et qui a une vision assez intéressante dans la mesure où elle permet de prévoir certains événements à l'avance. Et vos films comme Sieste grenadine et plus récemment Le Professeur ont été quelque part annoncés, quelque part les transformations connu, enregistré par la Tunisie. Donc, comment ressentez-vous cette mission donc, investie à ce festival à un moment où le Maghreb connaît
des situations, des mutations certaines, même si par moments elles sont douloureuses. Ce festival est une initiative formidable parce qu'elle offre à nos films une nouvelle fenêtre, une nouvelle opportunité pour atteindre les publics de la région. Chose qui nous est de plus en plus contestée dans le circuit commercial classique. Vous savez comme moi que dans l'ensemble de la région, et en dépit de la résistance que l'on peut quasiment qualifier d'héroïque des Marocains, il y a une terrible régression du nombre de salles dans la région, et donc forcément des opportunités pour que nos peuples découvrent nos films respectifs. Et donc cette initiative me paraît être la bienvenue. Du reste, le professeur a été montré à Oran il y a quelques mois, mais j'étais très heureux. Je découvrais Oran pour la première fois, le film a été primé, donc j'étais ravi, mais il me restait quand même une frustration, parce que moi je suis un habitué d'Alger, que je n'ai plus visité depuis... Depuis Chichran, je crois. Oui, pour y projeter un film depuis 20 ans. Chichran, qui est un film qui est sorti aux environs de 1994, puisque nous l'avions vu ensemble à Khouribga au Maroc, au Festival du cinéma africain. Exactement, et je l'avais présenté à Constantine un an plus tôt. Puis il y a eu les événements en Algérie, et je me suis retourné en Algérie, et plus précisément à Alger, qu'au dernier PANAF en 2009. Donc j'étais très ému à l'époque, mais non pas pour y présenter un film, mais pour y figurer dans un jury de scénario. Donc ce festival me comble dès lors qu'il me donne la possibilité de présenter le professeur dans la capitale, faute pour l'heure, mais on espère réparer ça, de pouvoir l'inscrire dans un circuit commercial, fut-il culturel. Donc voilà, Karim l'a bien dit, les festivals, c'est l'alternative qui nous reste pour l'instant de faire vivre nos films. Et ma foi, ça permet au cinéma de rester quelque chose de vivant, quelque chose que nous découvrons ensemble, avec ce rituel magique qui est celui des salles de cinéma, du grand écran, du public qui vient, de la forte affluence du public. C'est quelque chose qui procure des sensations rares que parfois des plus jeunes que nous ne connaîtront jamais. Moi, je connais des jeunes à Tunis qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle de cinéma, vous imaginez, et qui sont aujourd'hui des étudiants à l'université, c'est-à-dire qui ne viennent pas nécessairement de milieux défavorisés ou de l'exclusion sociale. Et donc, ce privilège qui a fait notre génération et celles qui nous ont précédés, pour l'heure, seuls les festivals permettent de l'entretenir jusqu'à ce que peut-être on parvienne à restaurer un peu ce qui a été cassé autour de ces années pour ce qui concerne le circuit commercial. Merci Mahmoud. Selma Bargache. Alors là, vous venez pour la première fois à Alger. Tout à fait. Et vous avez été fasciné. Et Alger n'est pas sans rappeler Tanger aussi, de par la position géographique. Alors, vous êtes venu avec plusieurs cordes, mais pas à votre arc, mais à votre lutte. C'est la 5e corde, telle que portée par Ziryab pour enrichir donc cet instrument ancestral qu'est le luth. Alors, quelle a été votre réaction lorsque vous avez été invité à ce festival et lorsque vous avez appris qu'il y a un festival qui a été dédié donc au cinéma maghrébin? D'autant plus que une initiative a été déjà prise par votre pays à l'occasion d'un festival auquel j'avais participé. C'est le festival du film maghrébin d'Oujda. Tout à fait. Mais moi, j'ai été ravie de savoir que le film a été sélectionné et honorée de voir qu'il était à l'ouverture du festival.
C'était un plaisir de revoir tous ces amis algériens que j'avais connus à Oran dans le cadre du festival du film arabe. Donc je trouve que c'est un festival qui a un grand mérite d'exister. D'abord parce que ça nous permet, nous professionnels, de nous rencontrer, ça nous permet à nous de rencontrer le public algérois et de voir la réaction donc, des Algériens par rapport à nos images. Et ce qui est important aussi, c'est que nous puissions ensemble, professionnels, voir nos images et en discuter surtout. Et avoir du recul par rapport au film que l'on fait. C'est très important de pouvoir avoir un regard critique et du recul de façon à pouvoir avancer et s'améliorer dans le futur. Je trouve que c'est remarquable aussi qu'un tel festival puisse avoir autant de films, puisqu'il y a quand même 35 films de long métrage en compétition, sans compter les films de court métrage, les documentaires. C'est une sélection très belle et très riche, et qui n'est pas négociée. Donc c'est très prometteur, je veux dire, pour toute la région. Et j'espère que ce sera l'occasion pour nos politiques de pouvoir comprendre qu'il est important peut-être demain de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir peut-être faire des projets comme il a déjà été fait dans le passé. Moi je pense par exemple à un film comme Kidnsa de Farid Abliazid qui avait eu une coproduction avec la Tunisie, donc c'est des choses qui sont faisables. Et donc voilà, donc c'est... Et Abdelatif Ben Ammar qui a coproduit 2 films avec l'Algérie. Tout à fait. Aziza et Le Palmier, oui. Oui, on peut citer beaucoup de films, bien sûr, qui ont été aidés par le Centre cinématographique marocain. Et j'espère que ce type d'échange pourra continuer et qu'on pourra continuer à travailler ensemble dans ce sens. C'est Chergui Kharoubi. Vous avez réalisé un hommage à Abdelrahman Ibn Khaldoun, puisque l'Algérie a eu le privilège d'avoir les 2 frères, l'historien Yahya Ibn Khaldoun et donc Abdelrahman, l'auteur de la pensée universelle. Comment avez-vous reçu ce festival? Oui, c'est un peu, j'ai le même sentiment que nos amis ici. C'est vraiment une chance, en fait, un festival comme ça permet vraiment beaucoup de rencontres, surtout pour, enfin, moi personnellement, parce que je viens de Belgique, c'est une possibilité vraiment à un temps record de connaître pas mal de gens de tout le Maghreb, de faire connaissance, voir qu'est-ce qu'ils font comme travail, qu'est-ce qu'ils apportent, et aussi voir toute cette jeunesse montante, que ce soit au niveau des comédiens, au niveau des réalisateurs, au niveau aussi d'autres métiers, comme le décor, comme etc., l'image. Et je trouve que c'est vraiment une aubaine, quoi, une aubaine pour nous, enfin pour les réalisateurs et tous les gens du cinéma. C'est effectivement, il y a plusieurs festivals de ce genre, mais je pense que ça, plus il y en a, en fait, plus il y a de ce type de rencontres, plus c'est favorable peut-être pour l'émergence d'un cinéma maghrébin, tout simplement, quoi. C'est Abdelkarim Itoumezian. Vous avez donc lancé ce festival avec une feuille de route assez claire. C'est jeter les bases de rapports plus étroits, plus féconds entre les cinématographies des pays de la région. Vous avez institué un prix ou des prix, puisqu'il y a le long métrage, le court métrage et enfin le documentaire. N'y a-t-il pas une autre raison qui vous a poussé justement à faire en sorte que les vœux de Madame la ministre connaissent un début de réalisation, d'autant plus qu'elle a à cœur cette façon de procéder qui consiste à mettre au poste de commandement la culture comme vecteur de mobilisation de toutes les potentialités maghrébines. Évidemment, le souhait, le vœu de Madame la ministre, c'est de créer des liens d'abord de créer des liens et de donner l'opportunité et la chance aux cinéastes
algériens et aux cinéastes maghrébins. Quand il y a un festival, je dis tout à l'heure que le festival est un lieu de rencontre. Par exemple, cette fois-ci, bon, il y a des cinéastes algériens. D'abord, il y a des cinéastes algériens, des cinéastes tunisiens. De toute façon, il y a un mélange, il y a une discussion entre les cinéastes, même le public qui ont approché nos invités, les cinéastes marocains, tunisiens, le mauritanien. Donc ça a créé une ambiance. Ça déjà, c'est très important. En plus de ça, aujourd'hui, quand on voit un film, ils entendent par exemple parler d'un film fait en Tunisie par Malmouch. Moi, j'ai eu l'occasion de voir Malmouch de Nouri Bouzid. Aux dernières journées cinématographiques de Carthage. Voilà, non, je l'ai vu d'abord bien avant, je l'ai vu à Abu Dhabi. Mais cette fois-ci, le public algérois a eu la chance de le voir ici à la salle Mouga. C'est très important. D'abord, il y a l'engouement du public. Ça se voit que le public algérois a envie de voir des films. Donc ça, c'est très important. Donc maintenant, quand il y a un festival, maintenant ça permet la circulation des films et la production et la coproduction en général entre les pays maghrébins. C'est le vœu de Madame la ministre, déjà en 2009, lors du PANAF, que M. Ben Mahmoud venait de citer tout à l'heure, il était membre du jury du scénario. On a lancé l'idée de la coproduction Sud-Sud. Malheureusement, jusqu'à présent, on n'a eu qu'un court-métrage qui a été fait avec la Tunisie et un long-métrage avec notre ami, je crois, Noufel Taba, qui n'est pas encore tout à fait terminé, mais c'est déjà une très bonne initiative. Et j'espère que ce genre de rencontre va stimuler les cinéastes à coproduire, parce qu'il y a beaucoup de choses en commun. Si on prend par exemple la thématique abordée par les cinéastes maghrébins, il y a un point commun entre tous les films. Il y a la malvie, il y a le rôle de la femme. Donc voilà, aujourd'hui, les films peuvent être accueillis, que ce soit en Algérie ou bien au Maroc ou bien en Tunisie. Donc c'est un même peuple, c'est la même thématique. Voilà. Merci Abdelkrim. Mahmoud Ben Mahmoud. Alors, dans quelle mesure ces festivals, s'ils arrivaient à être renforcés, s'ils arrivaient à être acceptés par les pouvoirs dominants de nos pays respectifs, arriveraient justement à créer cette dynamique tant espérée par les cinéastes? C'est d'abord de permettre des rencontres et d'offrir cette fameuse fenêtre. Moi, personnellement, mais je crois que c'est valable pour Selma, pour Chergui, on n'aurait pas eu cette nouvelle fenêtre. Je ne sais pas à quelle occasion on aurait pu venir à Alger. Avant, il y avait le fameux rituel organisé autour de notre ami Boujema, à la Cinémathèque algérienne, qui était un lieu mythique, qui, pas dans la région... Et bien avant, la Cinémathèque, depuis sa création, a constitué une fenêtre importante. Qui n'a pas fait escale à la Cinémathèque d'Alger, et ça ne concerne pas que les gens de la région. Je découvre régulièrement que des personnalités qui ne me seraient pas venues spontanément à l'esprit ont posé leur pas ici. Fritz Lang, Nicolas Rey, Jean Renoir, Latouada. Bon, ce rituel, apparemment, il a connu son époque, il a fait son temps, bien que j'ai été agréablement surpris de découvrir que la Cinémathèque d'Alger a été restaurée, comme je n'étais plus venu depuis longtemps, donc ça a été vraiment une belle surprise pour moi. Toujours est-il que un nouveau festival, quelle que soit la mission dont on le charge, il faut quand même qu'il fasse preuve de modestie, sinon de réalisme. Nous, pour ce qui nous concerne, je parle là pour moi, mais je pense que les Tunisiens présents ici sont du même avis, parce qu'on a eu quelques échanges. On a eu un beau débat avec Selma après son film l'autre jour, un débat totalement improvisé sur ces questions. Si un festival comme celui-ci nous permet de montrer nos films, même à un public d'élite, à un public de cinéphiles, c'est déjà ça de gagner. Parce qu'on est obligé d'être réaliste aujourd'hui. Et s'il permet par ailleurs
s'il nous permet par ailleurs de découvrir nos cinématographies respectives pour s'enrichir les uns les autres. Et là, pour le coup, l'expérience marocaine est extraordinaire. Parce que vraiment, nous sommes en train d'en avoir quasiment des complexes. Il faut dire les choses. Troisièmement, si on pouvait, par la même occasion, réactiver des accords qui ont été passés entre les différents pays, parfois depuis les années 60, et qui ont été très peu utilisés, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Lesquels accords deviennent soudain aujourd'hui presque vitaux pour la survie de nos films. Vous savez qu'en Tunisie, il y a quasiment 25 films aujourd'hui financés par l'État tunisien, dont plusieurs déjà avant la Révolution, mais qui ne trouvent pas le partenaire extérieur à la Tunisie pour pouvoir voir le jour. Ce partenaire se fait de plus en plus rare. Un partenaire financier. Oui, oui, bien entendu, le coproducteur. Or, ce partenaire financier se fait de plus en plus rare et de plus en plus difficile d'accès de l'autre côté de la Méditerranée. Or, quoi de plus naturel que de réactiver la relation avec le partenaire frère, qui est sensible à nos problématiques, qui parle la même langue que nous, qui a les mêmes préoccupations que nous, qui a la même histoire, la même identité, la même mémoire que nous. Et les défis du monde actuel ne font que renforcer cette proximité. Vous avez tout à l'heure cité la parenté qu'il y a dans nos préoccupations, le mal-vivre, la femme, les migrations, aujourd'hui le fléau du radicalisme religieux, les questions identitaires. Ce sont des problématiques qui traversent tous nos films. Moi, je vois que le cinéma marocain devient très éclectique, et avec ça, il y a des problématiques quasi lancinantes dans lesquelles nous nous reconnaissons. Et donc, il ne manque plus que le ciment financier pour que les échanges en termes d'idées, en termes de scénarios et en termes de techniciens se concrétisent sur le terrain. Alors, si vous le permettez, nous allons donc aborder le deuxième volet de l'émission, qui justement va nous permettre de situer la production ou les productions cinématographiques de la région, ainsi que les mécanismes qui ont été déjà adoptés et qui demandent à être relancés pour permettre justement à cette production cinématographique de ne plus être dépendante des pays occidentaux, d'autant plus que la crise qui sévit à l'heure qu'il est en Europe a complètement, ou peu ou prou, asséché donc les sources de financement pour justement ces films maghrébins. Je nous retrouve juste après le VTR. L'Algérie, la Tunisie et le Maroc sont des pays qui ont vécu depuis leur indépendance un rapport au cinéma animé de rupture et de continuité. Aussi, il ne serait pas exagéré de dire que le cinéma algérien est de retour après une dure éclipse, que le 7e art tunisien résiste et que celui marocain vit une véritable embellie, comme dans une sorte de jeu d'alternance. Ce n'est pas sans raison si, estime le critique Mohamed Bakrim, le royaume chérifien, jusque-là parent pauvre du Maghreb en matière de cinéma, se retrouve décrit aujourd'hui comme une puissance cinématographique émergente, présenté comme modèle. Le Maghreb cinématographique fut, pendant les décennies 60 et 70, une affaire algérienne. Alger, avec sa cinémathèque, sa production nationale, passait pour la Mecque du cinéma du tiers-monde. Le Charbonnier de Mohamed Bouhammari était pour de nombreux cinéphiles une véritable révélation. C'était la concrétisation de ce cinéma alternatif qui allait atteindre la cime avec la Palme d'Or attribuée en 1975 à Mohamed Lakhdar Hamina pour Chronique des années de braise et l'éclatant succès remporté par Omar Gatlatou de Merzaq Alouesh. Un cinéma porté par un secteur public qui a fini par dévoiler ses limites
au moment où il jeta le bébé avec l'eau du bain. De l'avis même de mon confrère Tahar Chikhaoui, le cinéma tunisien prendra le relais durant les années 80 grâce à des œuvres perspicaces. Des réalisateurs comme Abdellatif Ben Ammar avec Sejnan, Nouri Bouzid avec Les Sabots d'Or, Mahmoud Ben Mahmoud avec Chiche Khan, Moufidat Latli avec Les Silences du Palais et Ferid Bourdir avec Halfawin finiront par forcer le respect grâce à un cinéma de qualité, mais aussi à des producteurs de talent, à l'image du regretté Ahmed Bah'eddin Atiya. Le cinéma marocain n'allait pas tarder à relever le défi. Dès l'année 1991, date à laquelle Abdelkader El-Kta commet un amour à Casablanca, suivi en 1993 par Mohamed Abdelrahman Tazi et sa truculente comédie de mœurs intitulée « À la recherche du mari de ma femme ». Nabil Ayouch avec Mektoub et Ali Zawa et Fawzi Ben Saïdi avec son premier long métrage « 1000 mois » contribueront grandement à la réussite actuelle de ce cinéma dont la bonne santé a été rendue possible grâce à l'existence d'une volonté publique de promotion illustrée par le Fonds d'aide et à une thématique portée par un énoncé de proximité que symbolise le film Les Chevaux de Dieu de Nabil Ayouch, primé à Alger. La production cinématographique dans les pays du Maghreb est intéressante à plus d'un titre. C'est la mémoire des peuples de la région qui est immortalisée, qui est ressuscitée pour être immortalisée. Il va sans dire que pour connaître les sacrifices consentis par les peuples de la région, pour recouvrer la souveraineté nationale, il faut passer inévitablement par des projections de films. Des films qui renseignent non seulement sur les massacres commis à l'époque par la caste coloniale, mais aussi sur la détermination des peuples de la région dans leur volonté de se libérer, dans leur volonté de faire sauter tous les verrous. Et le cinéma est un vecteur très important, un moyen d'expression justement, qui permet de restituer des pans importants de cette mémoire. Il est vrai que de nombreux films en travestissent cette histoire puisque, comme nous le savons déjà, l'écriture de l'histoire intervient sur la base de canons tels que définis par les pouvoirs dominants en place, même quand il s'agit du passé. L'exemple de Salah ad-Din Ayyoubi, réalisé par Youssef Chahine, est assez éloquent de ce point de vue, puisqu'il fallait, comme à l'époque de la Russie stalinienne, ressusciter un personnage, Salah ad-Din Ayyoubi en l'occurrence, pour mieux asseoir les volontés telles que définies donc par les pouvoirs en place, notamment après la révolution qui a eu lieu en Égypte sous la férule des colonels de l'époque avec à leur tête Gamal Abdel Nasser. Mais il reste que ces films témoignent de ce passé et permettent aux générations qui n'ont pas vécu ces moments difficiles de mieux comprendre la portée du sacrifice pour mieux défendre les acquis, pour mieux asseoir le progrès et la démocratie dans nos pays respectifs. La production cinématographique, c'est tout ça. Ce n'est pas un simple exercice de style, c'est une responsabilité historique déterminante à l'évidence. Alors, il serait intéressant donc de donner la parole aux acteurs donc, qui ont permis à nos peuples respectifs d'avoir des films qui retracent leur vécu, qui témoignent de leurs aspirations aussi. Alors, parmi les réalisateurs de la région qui ont beaucoup travaillé sur la mémoire, que ce soit dans le long métrage de fiction ou dans le documentaire,
nous avons une figure de proue qui est parmi nous ce soir, et c'est Mahmoud Ben Mahmoud, qui, à travers sa filmographie, a non seulement restitué les racines profondes du peuple tunisien, mais aussi a averti et a prévu tout ce qui allait se passer par la suite. En témoigne son film Sieste grenadine. Mahmoud Ben Mahmoud. Oui, effectivement, moi j'ai beaucoup travaillé sur la mémoire, essentiellement dans mes documentaires, la mémoire méditerranéenne de la Tunisie, car elle se trouvait un peu exclue de la mémoire officielle tunisienne. Qu'elle soit russe ou italienne. Oui, bien entendu. La mémoire officielle en Tunisie, au lendemain de l'indépendance, a été fortement dominée, pour ne pas dire monopolisée, par notre identité arabo-musulmane. En dépit d'un régime politique ouvert sur le monde, faute d'être démocratique. Voilà. Et quand j'ai fait Chichran, en 1992, j'ai découvert qu'il survivait encore en Tunisie une communauté italienne. En 1992. Oui, pardon, oui. La prononciation belge. Je suis belge, effectivement. Et pour certains chiffres, il y a encore une exception culturelle. Et donc... nous avons découvert avec Fadel Jaïbi, qui était le co-auteur de Chichran, qu'une communauté italienne survivait en Tunisie, encore à l'époque, à un moment où je pensais que notre film allait être un film complètement imaginaire et restituant notre enfance, que nous avons vécu parmi les Italiens, parmi les Maltais, parmi les Juifs, parmi les Espagnols, au port de la Goulette en particulier. Et donc 3000 Italiens survivaient encore en Tunisie, et on s'est dit, il faut absolument sauver à l'époque cette mémoire qui est en péril. Fadel avait coutume de dire que un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, quelle que soit son origine, quelle que soit sa nationalité, même si le vieux en question est analphabète. En l'occurrence, c'était leur cas, ceux qui avaient construit le théâtre municipal, ceux qui avaient construit les immeubles rococo à Tunis, etc. Et nous sommes partis dans l'urgence à la rencontre de ces vieilles, de ces survivances quasi miraculeuses de la communauté italienne en Tunisie, dont eux-mêmes, ainsi que les parents et les grands-parents, avaient contribué à asseoir l'identité méditerranéenne de la Tunisie à travers l'architecture, à travers les petits métiers, à travers la cuisine, à travers la musique, etc. Et s'en était suivi d'autres films sur les Russes, sur le baron d'Erlanger, enfin sur d'autres communautés. Voilà, j'ai travaillé sur la mémoire jusqu'aux siestes grenadines, où là je faisais une place à la dimension africaine de la voilà, absolument, de la personnalité tunisienne. Et en quoi tout cela a été prémonitoire, et je le dis modestement parce que le mot peut paraître un peu prétentieux, c'est que je sentais bien qu'il fallait immuniser l'identité tunisienne contre les dangers qui la menaçaient d'un monolithisme à venir. En l'occurrence, une islamisation aveugle de la société qui ne laisse pas beaucoup de place à l'autre. Et donc, cette islamisation, nous sommes en train de la vivre aujourd'hui, et Dieu merci, c'est la société civile qui se mobilise pour réaffirmer le caractère pluriel de notre mémoire, ce à quoi j'ai consacré la plupart de mes films, y compris celui que j'ai consacré au soufisme, car je tiens le soufisme pour étant une des couleurs de notre identité, et non pas quelque chose de nécessairement inhérent à l'islam. C'est très juste. Voilà. Et c'est une couleur qui est propre au Maghreb, à la région, bien entendu, à l'islam occidental tel que représenté par les pays du Maghreb. Selma. Oui. Alors, cette production marocaine, qu'a-t-elle de particulier
Il y a une chose qui a été soulignée, sur laquelle avait insisté notre ami Mahmoud, c'est elle est prolifique, elle est bien soutenue, il y a des mécanismes intéressants, ce n'est pas par hasard, puisqu'à la tête du Centre national du cinéma, nous avons un ami, un grand ami qui fut à l'époque un des membres fondateurs avec moi et des camarades tunisiens de l'Union maghrébine des fédérations de ciné-clubs à l'occasion des journées cinématographiques de Carthage de l'époque. Il s'agit de Nourdine Saïl, un intellectuel particulièrement intéressant. Donc, il est évident que pour cet ancien président de la Fédération nationale des ciné-clubs du Maroc, la transformation plurielle d'une société ne peut pas se faire sans la transformation de son cinéma. Et pour que ce cinéma puisse exister, il faut d'abord qu'il compte sur ses propres forces. Il est permis de faire référence à un concept mis en évidence à l'époque par le président Mao Tse-tung, compter sur ses propres forces d'abord pour passer éventuellement à une aide extérieure. Alors, dans toute cette production, estimez-vous que la cinématographie locale a réussi donc à avancer et à être au diapason des aspirations cinématographiques du peuple marocain, d'autant plus qu'à un moment donné de son histoire, durant les années 70, le cinéma marocain avait commis un gros péché puisqu'il s'était aligné d'une manière équivoque sur le cinéma d'auteur tel que prôné à l'époque par les cahiers du cinéma et d'autres cercles cinématographiques français. Je dois dire tout d'abord que si notre cinématographie a beaucoup évolué, c'est par la volonté politique. Et je dois dire que nous avons cette très grande chance d'avoir ce grand monsieur qui est M. Nourdine Saïl, qui est non seulement un grand cinéphile, mais aussi un intellectuel, et qui a une grande passion pour le cinéma, qui a beaucoup œuvré et qui œuvre encore donc, pour pouvoir faire évoluer ce secteur. On a cette chance aussi de pouvoir participer, nous, professionnels, anciens et jeunes, à cette évolution. C'est-à-dire qu'on nous concerte. Dernièrement, il y a eu le cahier des charges qui a dû être revu. On a fait appel aux différentes chambres, c'est-à-dire la chambre des producteurs, les syndicats, l'association des auteurs-réalisateurs marocains dont je fais partie, pour venir et collaborer à ce cahier des charges. Il y a eu aussi les assises du cinéma qui ont permis justement de donner la possibilité à tout le monde de parler à cœur ouvert et de dire quels étaient nos problèmes et de faire des propositions. Et ce, alors que la production avait déjà commencé à évoluer. Il faut savoir que dans les fin des années 90, on était à 3 films à peu près par an et aujourd'hui on est à 25 films. 25 films. Voilà, la prochaine édition du Festival national. À 25 films de long métrage. De long métrage, sans compter les courts métrages qui sont aidés aussi, qui profitent de cette... Voilà, les courts métrages, il doit y avoir à peu près une 60aine. Très bien. Donc ça fait quand même une production conséquente. Nous ne sommes pas encore dans une industrie cinématographique, mais il y a une volonté pour ça. C'est-à-dire que tout le monde veut aller dans ce sens. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on nous donne la liberté d'expression, donc il n'y a pas de censure par rapport à ni à l'écriture filmique, ni au sujet, mais on nous a donné aussi la possibilité justement de sortir de ce qui se faisait dans les années 70, c'est-à-dire des films purement d'auteur, et de pouvoir aujourd'hui d'avoir une plus grande diversité. Donc nous avons des films comme Casa Negra, qui était un film un peu d'auteur mais aussi public, qui a fait beaucoup d'entrées. Mais on a aussi des films comme Road to Kabul, qui est un film de pur divertissement, qui aujourd'hui est depuis 1 an et demi à l'écran et qui a fait plus d'1 million d'entrées, ce qui est vraiment très important et qui est encourageant. Il y a des films de Abdelkader Lekta, oui. Qui, s'ils sont des films d'auteur, n'en reste pas moins des films populaires qui ont été très bien accueillis par D'ailleurs, le film les publics marocains. Oui.
le film de Un amour à Casablanca de Abdelkader Lakhdar et À la recherche du mari de ma femme de Abdelrahman Tazi sont des films qui ont donné la force au public de revenir dans les salles. C'est ces films-là qui ont aussi donné la vision qu'il était possible d'avoir un autre cinéma et de pouvoir œuvrer dans ce sens. Entre Badis et À la recherche du mari de ma femme, Abdelrahman Tazi a fait un bond très important et le public marocain a très très bien marché. Voilà, mais on a toujours quand même le problème de faire venir le public dans les salles parce que c'est pas tous les films non plus qui font des entrées. Nous avons aussi le problème des salles qui ferment, mais il y a quand même un fonds qui a été constitué pour la numérisation des salles, pour essayer de les restaurer, et une volonté de pouvoir créer des multiplexes pour avoir plus d'écrans. Donc ça nous donne aussi ça permettra peut-être... Pour les multiplexes, pardon, c'est le CCM qui est derrière cette nouvelle façon. Donc, oui, c'est lui qui a proposé donc, cette solution et qui a été acceptée par le ministère de la Communication et qui, en ce moment, est pour parler, est en train de voir quels sont les fonds qui pourront être alloués à cette fin. Donc voilà, je pense qu'on a quand même du travail encore devant nous parce qu'il n'y a pas simplement des salles qui ferment ou un public qu'il faut faire venir. Et puis, vous parliez dans les années 70 de la Fédération des ciné-clubs. Malheureusement, avec le temps, ces ciné-clubs ont fermé. Et là, on est en train d'essayer de réinstaurer. Voilà. C'est le même problème qui s'est posé à l'Algérie depuis 1986 exactement. Et seule la Tunisie continue donc à porter le flambeau, que ce soit dans le domaine des ciné-clubs ou du cinéma amateur. Chergui Kharoubi. Pour moi, j'ai eu la chance ici de réaliser déjà 2 documentaires. C'était dans le cadre d'événements comme le premier, le Festival panafricain, où il y a eu cette chance, où il y a eu la chance que des appels d'offres, des appels à projets ont existé, tout comme pour Tlemcen 2011. Et je trouve que c'est vraiment des occasions rêvées pour des jeunes qui veulent s'essayer au document ou même à la fiction. Ça a été une occasion pour vraiment beaucoup d'Algériens de proposer des sujets et de les réaliser. Il y a eu je sais pas, par rapport à le PANAF et par rapport aussi à Tlemcen, il y a eu, je pense, peut-être que Aïtou Mizene va peut-être le préciser, vraiment presque une centaine de films sur des axes assez différents et qui, pour la plupart, essayent de se rattacher soit à la mémoire, à l'histoire, à des choses qui sont importantes pour nous, en fait, pour les générations à venir ou pour tout simplement la mémoire collective. Moi, j'ai eu l'occasion donc de faire 2 documentaires, l'un sur le deuxième festival panafricain qui a eu lieu donc en 2009. C'était une occasion de vraiment rêver, de rencontrer pratiquement toutes les cultures africaines et même au-delà, là où l'Afrique a été s'installer, notamment aux États-Unis, Haïti, etc. Diaspora, oui. La diaspora. Je trouvais que c'est une expérience très très riche pour moi et pour beaucoup aussi de gens qui ont participé à cette occasion par rapport au PANAF. C'était vraiment, encore une fois, tout comme pour ce festival-ci, des rencontres de tous bords. Il y avait, franchement, c'est là où on se rend compte que l'Afrique a une richesse extraordinaire, mais qui est soit sous-exploitée ou pas connue. C'est là où on apprend, par exemple, qu'il y a pas mal de choses qui existent en Europe, qui ont été puisées, tout simplement, et même, je dirais, spoliées ou pillées de l'Afrique. Plein la mode, par exemple, la peinture, je sais pas, on pense aussi que même Picasso s'est inspiré de l'art africain. Il y a pas mal de choses. Et déjà, rencontrer tous ces écrivains d'Afrique noire, ou bien du Maghreb, ces plasticiens, ces réalisateurs, c'était en fait vraiment extraordinaire. Ça, d'une part, par rapport au PANAF. Par rapport à Tlemcen 2000, moi, j'avoue, justement, votre rencontre avec Ibn Khaldoun. C'était une rencontre extraordinaire, dans le sens où moi, dans mon esprit, comme j'avais fait sociologie, je pensais que ce personnage-là
on le connaissait juste à ce niveau-là comme étant le précurseur des sciences sociales. Mais là, en travaillant dessus, en faisant les scénarios, je découvre un monstre, un génie, un visionnaire, à tout point de vue. C'est pas quelqu'un qui a mis les bases uniquement pour la sociologie ou pour les sciences sociales. Il a été gouvernant aussi, il a été ministre chez les Ianides. Ben voilà, exactement. Il a été poète, historien, il a été rabatteur de troupes. Enfin, il a touché pratiquement à tous les... Mais ce qui est fondamental, enfin, ce que j'essaie de faire, enfin, de mettre en exergue dans le film, c'est plutôt son côté visionnaire, tout comme parlait de Mahmoud Ben Mahmoud par rapport à la vision qu'il avait de son pays et de ce qu'il allait arriver. Mais Ibn Khaldoun, c'est le même cas. Déjà au XIIIe, XIVe siècle, il prévoyait les problèmes qu'on vit maintenant avec l'extrémisme religieux, et pas uniquement l'extrémisme musulman, mais tous les extrémismes. Et déjà, il mettait en garde, sur le problème de l'utilisation de la religion pour des fins politiques. Ça, c'était... Et je rebondis sur ça parce que moi je trouve que Ibn Khaldoun, c'est une expérience extraordinaire. On parlait aussi au départ de l'idée que voulait mettre en exergue aussi la ministre par rapport à ce festival, qui est un peu rapprocher les peuples, essayer d'amener de constituer un genre de Maghreb arabe culturel, etc. Mais Ibn Khaldoun, déjà, à l'époque, il avait cette utopie de dire, voilà, ce serait bien si on peut avoir un État, un peu une nation qui part du Maroc jusqu'à pratiquement la Syrie, avec une même langue, une même culture, etc. Et je trouvais c'est assez révélateur, quoi, d'une pensée qui est un peu plus, je dirais presque visionnaire, quoi. Merci, Chergui. C'est Abdelkrim Aït-Touméziane. Oui. Vous êtes prédestiné donc à nous proposer votre vision des choses, d'autant plus que vous avez la charge et la lourde responsabilité de dynamiser la production cinématographique nationale, quelque peu émoussée par un certain nombre de contradictions, de la même manière que le festival a consacré une place importante à la coproduction, puisque une journée d'études a été organisée en ce sens. Alors, qu'en est-il de la production cinématographique algérienne, d'autant plus que cette production, depuis l'indépendance à ce jour, est liée à des événements bien précis, encore que pour les premières décennies, il y avait quand même des mécanismes, il y avait des offices du cinéma, il y avait des salles qui fonctionnaient, il y avait une production. Même si elle était liée aux événements, cette production était structurée, alors qu'à l'heure qu'il est, les films ne voient le jour que grâce aux manifestations initiées par le ministère de la Culture. Oui, merci. C'est vrai qu'au lendemain de l'indépendance, il y a des entreprises structurées, spécialisées, qui ont à la charge de la production cinématographique. Et qui faisait de l'Algérie le meilleur pays de la région, après l'Égypte, bien entendu. Mais jusqu'au début des années 90, exactement 97, l'Algérie on a connu les dissolutions des entreprises cinématographiques. Donc de 97 jusqu'à 2003, il y a pratiquement il n'y avait rien comme production cinématographique parce qu'il n'y avait pas d'entreprise, il n'y avait pas d'office pour prendre la prise en charge de la production cinématographique. Et le fonds, le FDATIC, il n'était pas alimenté. Mais les salles de cinéma ne fonctionnent plus. Ne fonctionnaient pas, donc ça va de soi, la dissolution des entreprises. Mais moi, à chaque fois, je reviens à l'année arabe, l'année 2007. Pour moi, c'est une année de référence. Pourquoi une année de référence? Parce que l'année 2007 a rassemblé, a fait appel à tous les cinéastes qui n'ont pas exercé depuis 96-97 jusqu'à l'année 2007. Donc, l'année 2007, on a lancé 83 projets, toujours confondus, des longs métrages, des courts métrages, des téléfilms et des documentaires. Donc ça a permis aux professionnels et aux techniciens de revenir, de travailler
Et il y avait même des films qui ont eu des prix un peu dans le monde. Je prends l'exemple, la coproduction du film de Selm, Mascarade. Il y avait la production de Abdelkrim Bahloul, Le Voyage à Alger. Il y avait la coproduction du film de Cardus Gouroise. Il y avait pas mal de documentaires qui sont vraiment de bonne facture, comme le documentaire de Mariam Hamidat 8045. Il y en a dans la liste et elle est longue. Donc, c'est vrai, bon, il y a les événements. Après, il y avait le Panafricain 2009. Bon, le Panaf a ramené quelque chose de nouveau par rapport. Il y avait une évolution par rapport au Panaf 69. Le documentaire de William Klein. On a fait un autre documentaire en 2009. Le réalisateur est devant nous, M. Chergui Kharoubi, et le producteur exécutif est un Algérien, c'est Batafilm, c'est Sen Brahimi, et avec quelques documentaires. Aussi, on a refait l'expérience en 2011, Tlemcen, capitale de la culture islamique, où il y avait 35 documentaires. Et on a soutenu, coproduit 2 longs métrages, L'Andalou de Mohamed Chouir et Zabana de Saïd Ould Khalifa. On a fait encore en 2012, c'est dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance, il y a 11 films longs métrages et 20 documentaires. Même cette année, on a lancé un appel à projet dans le cadre de Constantine, capitale de la culture arabe 2015. On a lancé un appel à projet. On a reçu pas mal de scénarios, toujours confondus, long métrage, documentaire, court métrage, ce qui donne l'occasion aux professionnels de réaliser et de produire. Je pense que ce qui a été produit de 2007 à ce jour, dans le cadre des événements, ça dépasse 250 œuvres cinématographiques toujours confondues. Et en plus de ça, aujourd'hui, si je dis encore que l'année 2007 est une année de référence, c'est grâce à l'année 2007 que les pouvoirs publics ont vu réellement, il y avait de la production, le fonds a été alimenté régulièrement et on a senti maintenant il y a une volonté politique de soutenir la production cinématographique. Et comment justement, à partir du moment où les offices du cinéma qui existaient, il y avait le CAIC, il y avait le NPA, il y avait la NAF. Maintenant, il y a un changement du paysage audiovisuel. Il y a maintenant la création des entreprises de production privée. Donc, le ministère de la Culture donne une subvention aux producteurs privés. Et on a un autre organisme c'est un établissement à caractère commercial, l'Agence algérienne de rayonnement culturel, qui apporte son soutien dans le cadre de la coproduction. Il faut dire aujourd'hui que la seule source de financement de la production cinématographique en Algérie, c'est le ministère de la Culture par le biais du fonds et de l'Agence algérienne de rayonnement culturel. Si Aïtou Méziane, vous êtes directeur général du Centre national du cinéma, et il est bien évident que sans industrie cinématographique, nous n'irons nulle part, encore qu'un embryon a été créé par Lamine Merbah quand il était directeur général de l'entreprise nationale de la production audiovisuelle. Une entreprise d'ailleurs bénéficiaire et qui malheureusement a été dissoute. Ne pensez-vous pas que le moment est peut-être venu de militer pour des mécanismes à même de permettre au secteur privé, puisque vous l'avez annoncé, de fonctionner d'une manière efficiente? Bien sûr, il y a de nouveaux mécanismes. D'abord, la création du Centre national de développement cinématographique. Je pense que c'est pour prendre en charge le volet de la production cinématographique. Et il y a la nouvelle loi sur le cinéma. Maintenant, les décrets exécutifs sont en train de se mettre en place. Maintenant, la mise en place de la carte professionnelle, ça veut dire réglementer le secteur audiovisuel en Algérie. Je pense que tout ça, va apporter du nouveau
pour essayer d'encadrer et d'accompagner ces producteurs privés, de mettre des balises, des mécanismes pour qu'il y ait encore de la production plus avantageuse qu'auparavant. Puisque vous parliez tout à l'heure des capitaux privés qui doivent être injectés, l'État ne peut pas à lui seul tout supporter. Les mécanismes existent au Maroc, ils existent en partie en Tunisie. Alors, un travail a-t-il été fait en direction des banques de manière à ce qu'elles puissent, comment dirais-je, aider cette cinématographie à prendre des risques? Parce qu'en fait, le propre d'une banque, c'est quoi? C'est de prendre des risques. Écoutez, en Algérie, les banques ne jouent pas leur jeu aujourd'hui dans la production cinématographique parce que c'est un cercle vicieux. Le problème de la banque pour qu'elle rentre dans la production, il voit d'abord le parc des salles dans le pays. Et vous savez très bien que le décret vient de sortir pour que le ministère de la Culture va récupérer les salles de cinéma. Donc il faut qu'il y ait un parc important pour que les banques, pour les privés peuvent intégrer et injecter les fonds dans le cadre de la production cinématographique. Merci. Je vous en prie. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous donne rendez-vous tout à l'heure, donc juste après ce VTR qui va nous permettre de vous présenter quelques aspects de la coproduction cinématographique maghrébine telle que favorisée à un moment donné de l'histoire des pays de la région. La coproduction cinématographique maghrébine a été au centre d'une rencontre débat organisée en marge du premier festival culturel d'Alger du cinéma maghrébin. De nombreux cinéastes tunisiens, algériens, marocains et mauritaniens y ont pris part pour souligner l'importance de la coproduction des films entre les pays de la région leur tenant à cœur, précisant que cette approche offre, à leurs yeux, la meilleure solution pour vaincre les difficultés inhérentes aux questions du financement et de la distribution. Le choix porté sur Alger pour parler de cette option qui, au demeurant, ne semble avoir pris aucune ride, est loin d'être fortuit. Notre pays a, en effet, œuvré très tôt pour impulser une dynamique certaine à l'une des aspirations parmi les plus profondes auxquelles aspirent tous les cinéastes de la région, parmi lesquels il est aisé de citer le réalisateur tunisien Abdellatif Ben Ammar, qui a coproduit avec l'Algérie tout d'abord un long métrage de fiction, Aziza. Sélectionné en 1980 au Festival de Cannes à la section quinzaine des réalisateurs, ce film obtient la même année le Tanit d'or des Journées cinématographiques de Carthage. La réussite de son compatriote a fortement inspiré Taïeb Louhichi au moment où il décida de coproduire avec l'Algérie Mejnoun et Leïla. C'est un peu dans ce contexte qu'intervient en 2010 la coproduction avec l'Algérie du film Les Palmiers blessés de Abdellatif Ben Ammar. Le décor de ce film est planté à Bizerte en hiver 91, au moment où Georges Bush père s'apprête à lancer son offensive contre l'Irak. Un écrivain tunisien confie la saisie de 100 manuscrits autobiographiques à Chama, une jeune diplômée à la recherche d'un emploi. À la lecture du manuscrit, la jeune femme découvre des pans entiers de l'histoire de son peuple à travers les événements de Bizerte. La trame du film, Abdellatif Ben Ammar s'en sert comme d'une allégorie pour régler leur compte aux intellectuels sans scrupules qui peuvent falsifier l'histoire à des fins de pouvoir et d'honneurs immérités. Les convictions de ces deux cinéastes tunisiens sont largement partagées par les autres professionnels maghrébins du secteur. Préférant de loin la quiétude à l'aventure, fût-elle cinématographique, ils sont nombreux à estimer que la coproduction des films à l'échelle maghrébine devrait avoir une dimension multilatérale, incitant, dans ce contexte, à tirer profit des accords de partenariat signés en 1994 entre les pays du Maghreb. Pour mémoire, un accord a été élaboré à Nouakchott en date du 11 novembre 1992, révélant le désir de développer la coopération entre les États de l'Union du Maghreb arabe dans le domaine de la production cinématographique et de la coproduction de qualité. C'est du reste ce même document qui a préconisé les créations d'un fonds maghrébin pour le soutien de la coproduction cinématographique et d'un festival cinématographique maghrébin qui sera organisé alternativement chaque année. La coproduction cinématographique à l'échelle du Maghreb, ce n'est pas un vœu pieux,
c'est loin d'être un exercice de style. C'est une réponse concrète à une situation concrète. Et cette réponse a été déjà donnée puisque de nombreux films ont été réalisés dans ce cadre. Il y a un autre phénomène qu'il faudrait, à partir donc de l'hôtel Saphir, ex-Aliti, où Charlie Chaplin avait séjourné et assisté au moment de son inauguration, et en présence de mes invités qui sont Selma Bargash, Kharoubi Chergui, Mahmoud Ben Mahmoud et Abdelkrim Aïtouméziane, qui sont respectivement cinéastes et directeurs général du Centre du cinéma algérien. Donc, à partir de cet espace emblématique, il est aisé de dire que cette coproduction est possible pour peu que les pouvoirs dominants en place puissent faire le premier pas. Et là, je fais un clin d'œil à Mohamed Bouammar, je demande à tous les téléspectateurs d'avoir une pieuse pensée pour lui. L'auteur du Charbonnier avait fait effectivement le premier pas. Donc, à partir de cet espace emblématique, je peux dire que, nonobstant des textes juridiques entre les différents pays de la région, les techniciens du Maghreb ont travaillé ensemble dans de nombreuses productions, qu'elles soient marocaines, tunisiennes ou algériennes. Et c'est rare qu'on ne retrouve pas la signature au niveau du montage de l'Algérien Rachid Ben Allal, et ça va dans tous les sens. Mieux, du matériel algérien, pendant que le caïque avait été donc déprogrammé par le pouvoir en place, et ben, du matériel cinématographique algérien avait donc permis la production de nombreux films en Tunisie, parmi lesquels celui de Farid Bourdir, qui nous restituait la goulette d'antan. Et il y a comme ça des va-et-vient entre les différents pays, et des techniciens donc, de la région ont contribué donc à faire des films maghrébins de par leur créativité. Et la coproduction donc devrait être le cheval de bataille dans la région. À défaut d'autre chose, il faut commencer par, ou recommencer par cet aspect. Les cinéastes tunisiens comme Abdellatif Ben Ammar avec Aziza et le Palmier. Abdellatif Ben Ammar qui a donné un excellent film sur le nationalisme tunisien, Sejnen. Et je parlerai aussi de Taïb Louhichi, qui a fait son Mejnoun Leila avec le caïque, dirigé à l'époque par le cinéaste Ammar Al-Askari. Et bien sûr, il y a d'autres exemples qui pourraient être cités. Alors, c'est Mahmoud Ben Mahmoud. Cette coproduction est-elle envisageable maintenant et le plus tôt possible, d'autant plus qu'il y a de nombreux projets qui sont sur la table, et que par ailleurs chaque pays a besoin de la technicité de l'autre dans une sorte de complémentarité créative fondatrice. Oui, bien sûr, c'est souhaitable, et je vais même vous dire plus. Pour la Tunisie aujourd'hui, pardon de me mettre dans un point de vue un petit peu égoïste, entre guillemets, c'est même vital. Et je l'ai dit en début d'émission, nous avons énormément de difficultés, vous l'avez rappelé vous-même, à solliciter, à mobiliser des partenaires du nord de la Méditerranée, parce que la concurrence est terrible, parce que l'Europe est en crise, parce qu'ils ne partagent pas nécessairement notre vision du monde. Tout cela crée les conditions de réactivation d'accords de coproduction entre nos différents pays, parfois vieux de plusieurs décennies.
et qui ne demandent justement qu'à être actualisés pour permettre d'accueillir et de mettre en route de nouvelles expériences. Et nous, en tout cas du côté tunisien, c'est notre vœu le plus cher. D'abord, ça mettrait tout de suite nos films dans la faisabilité, ça nous permettrait de profiter du savoir-faire des pays voisins, parce qu'il y en a, on est, je veux dire, on n'est pas tous à la même vitesse. Il y a des pays qui se sont développés plus vite que d'autres. Ce que nous avons vécu dans les années 80 en Tunisie, c'est le Maroc aujourd'hui qui l'incarne. Donc ça serait bien qu'on puisse nous harmoniser les uns par rapport aux autres en termes de qualité, pour rattraper nos retards, et bien sûr de faire travailler les potentiels dont nos différents pays jouissent en termes de techniciens, en termes de comédiens, en termes d'auteurs et en termes d'infrastructures, parce que nous ne sommes pas nantis ou dotés tous par un même niveau, et donc il y aurait une formidable complémentarité à matérialiser en réactivant les accords de coproduction. Merci. Et alors, selon vous, quelle est la formule idoine qui existerait pour que cette coproduction puisse servir d'exemple à tous les pays? Ben, écoutez, vous parliez tout à l'heure de l'expérience algérienne qui est plus ou moins aboutie en la matière. Qu'en est-il exactement? Oui, moi je pense que l'Algérie, bien sûr nous le connaissons mieux parce que c'est le pays voisin, c'est normal, mais l'Algérie est sans doute le pays le plus disponible. Il a une tradition en la matière. Et les responsables algériens trouvent que le cadre qui existe est malheureusement sous-exploité, alors qu'il y a des cinématographies dans nos pays qui sont quasiment sinistrées et qui ont par réflexe encore tendance à se tourner vers le nord, même si les sources, comme vous l'avez rappelé vous-même, ne font que s'assécher depuis plusieurs années. Et donc, moi je sens, on me l'a dit suffisamment, que nous sommes attendus à bras ouverts. Bien entendu, tout cela a besoin d'être confronté à l'épreuve du réel, bien entendu. Parfois, on est un peu en décalage par rapport à des expériences anciennes. Aujourd'hui, il y a de nouvelles exigences. Et tout ça a besoin d'être actualisé, d'être remis au goût du jour. Mais les volontés sont là, les cadres législatifs sont également là. Bien sûr, ils ont besoin d'être dépoussiérés. Mais de mon point de vue, en tout cas, et nous sommes plusieurs à le penser, il suffirait, je dirais presque, que les professionnels des différents pays décident de mettre cela à l'épreuve, déjà pour voir ce qu'il en est réellement dans les faits. Parce que je ne veux pas non plus rêver, je ne veux pas fantasmer. Il y a probablement des lièvres dans tous les coins. Il y a des, voyez, il y a des boîtes surprises, il y a des obstacles qu'on ne soupçonne pas. Mais si on ne met pas tout ça à l'épreuve, comment le savoir? On va être dans un décalage permanent. Et donc on a besoin de revisiter ça, d'y aller, pour voir ce que les nouvelles expériences permettent de tirer comme nouveaux enseignements, lesquels ne pourront qu'avoir des répercussions forcément positives sur les législations, sur la perception que les uns et les autres ont de cette situation d'origine qui semble être, au moins dans les textes favorables, et qui a permis de matérialiser un certain nombre de projets. Alors une idée me vient subrepticement en tête, à la faveur de votre développement. À l'époque, lorsque des cinéastes de la région, du continent africain, arrivaient à se faire subventionner par les pays du Nord, de l'autre côté de la rive, automatiquement ils étaient suspectés. À partir du moment où d'aucuns considéraient que cet argent n'était pas donné sans arrière-pensée
et que d'aucuns essayaient même d'intervenir dans l'élaboration du scénario. Mais il y a un autre contexte aujourd'hui. Nous avions parlé de la crise économique qui sévit donc de l'autre côté de la rive, mais la nouvelle idée est la suivante. Le choc des civilisations n'a-t-il pas amené, d'une part, une prise de conscience des intellectuels en général et des cinéastes en particulier de la région, surtout après ce qui s'est passé le 11 septembre, le fameux 11 septembre qui fut une machiavélique mise en scène, une superproduction extraordinaire, et aussi cette façon de rejeter tout ce qui n'est pas l'autre et ce qui n'est pas, sans me renvoyer à votre film qui a été réalisé durant les années 70. Et en cela, vous avez une façon de prévenir, d'avertir quant à l'avenir, le film Les Traversées, pour ne pas le désigner. Oui, évidemment, nous devons d'être vigilants et nous devons de tirer les leçons. Ça remonte aux années 70. 80, début des années 80. Il va de soi que ça devient un petit peu plus difficile aujourd'hui et qu'on s'en veut d'avoir négligé des pistes qui paraissent plus naturelles pour nous, encore une fois, de notre région. Il y a un réflexe que nous avons hérité de nous adresser systématiquement vers les pays du Nord. Moi, pour ce qui me concerne, parce que je vis en Belgique aussi, donc c'est presque un droit. Mais vu les sujets que je traite, je dois leur faire un peu violence parfois, pour qu'ils adhèrent à mon point de vue et qu'ils me fassent une petite place. Donc voilà, tout ça milite en faveur d'une réhabilitation des acquis que nous avons dans la région et qui ne demandent que ça. Selma. Le souhait du Maroc, évidemment, et il a toujours été, il est plus encore, c'est d'avoir des coproductions sud-sud et plus sud-nord, parce que forcément, l'espoir qu'on a, c'est de pouvoir ouvrir un marché au niveau de nos régions et de ne plus dépendre de l'Occident, pour toutes les raisons qu'a cité Mahmoud Ben Mahmoud. Donc je pense qu'il est aujourd'hui plus que nécessaire de se donner les moyens justement de ces coproductions et puis aussi de mettre à contribution les télés, puisque les salles malheureusement sont en train de fermer. Et puis aussi de penser aussi à une politique de réouverture des salles et de restauration des salles et aussi une stratégie de fidélisation du public. La ministre algérienne de la Culture. Voilà, absolument. Et donc, je pense qu'il faut mettre tous les moyens en œuvre et que tous nos peuples le souhaitent, et que les cinéastes se sont prêts, puisque nous avons une culture en commun, une langue en commun, et qu'on a tout à gagner à cela. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, si des coproductions sont favorisées par le Maroc, ce qui ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, bien au contraire. Les coproductions favorisées l'ont été toujours en direction subsaharienne. Oui. Il y a eu moins de coproductions favorisées par le Maroc avec les autres pays du Maghreb. Alors là, je ne peux pas vraiment vous dire parce que je n'ai pas les chiffres en tête. C'est sûr qu'il y a beaucoup de pays africains qui ont bénéficié du laboratoire du CCM. Bon, la Tunisie, elle, avait déjà tout son laboratoire qui était même beaucoup plus développé que celui du Maroc. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'Algériens aussi qui ont bénéficié de cela pour leurs films. Mais ça, c'est plus récent. Donc, oui. Ça, c'est plus récent. Ce qui a permis, bien sûr, à ces pays de réaliser des films assez intéressants. Comment voyez-vous votre avenir en tant que cinéaste marocaine dans le concert des autres pays du Maghreb? Pour mon premier film, qui a été d'ailleurs une aventure fantastique, dans la mesure où moi je ne suis pas productrice, je suis que réalisatrice, et j'ai pu avoir ce privilège incroyable d'avoir quelqu'un qui s'est occupé de la logistique et du financement. Donc ça a été un vrai privilège. J'ai aussi eu
cette chance aussi que ma productrice accepte aussi ma volonté de pouvoir travailler avec des artistes comme Hicham Rostom, et qui est un très grand artiste de renom. Et qui n'est pas facile à diriger. Ah non, c'est un homme merveilleux. Il a été, au contraire, c'est d'une humilité. Ah, j'ai rarement vu un acteur d'une si grande expérience. Et en plus, j'avais peur parce que c'était mon premier long métrage et je me disais, mon Dieu, moi je ne fais pas le poids. Et il était là, disponible. Non, et ça a été une très très belle collaboration. C'est un très grand monsieur. Et je l'en remercie d'ailleurs. Et voilà, et ça a été un bonheur pour moi que Hicham accepte de travailler sur mon film, alors que c'est mon premier long. Il a pris ce risque quand même, ne me connaissant pas et connaissant pas mon travail avant. Mais à la lecture du scénario, il a... Donc il y a eu aussi Fawzi, pour le technicien, et Fawzi et Selma, mais qui sont des amis de longue date, et Safi Boutella, qui est un auteur-compositeur algérien. Oui, ça je l'ai remarqué, c'est quel que soit X, bien que ce soit un film marocain, mais il y a à la base donc un travail intéressant qui a mobilisé donc des Maghrébins, des Algériens, des Tunisiens et des Marocains. Et ça, pour mes prochains films, oui, il serait possible que je travaille encore de cette façon-là. Et ça m'a encouragée, au contraire, de le faire, parce que je trouve que c'est un vrai enrichissement. Mais pour pouvoir travailler aussi d'une manière plus efficace, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse avoir un fond en commun. Parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et voilà quoi. Donc, voilà une idée, un fonds commun. Un fonds commun, mais je pense que c'est déjà quelque chose qui a été évoqué. Hein, c'est pas une idée nouvelle, et que beaucoup de personnes ont déjà réfléchi à ça, et que j'espère que ça va pouvoir être appliqué, que c'est quelque chose qui serait vraiment intéressant pour nos films. Très bien. C'est Chergui. Il faut être parfois radical et volontariste. Bourguiba l'a fait par rapport à la femme, ou parfois il faut que les lois précèdent, en fait, que les gens s'habituent. Il y a eu, en Europe par exemple, par rapport à toute la solidarité pour les assurances, etc., il y a des choses qui ont été obligatoires à un moment. L'Europe aussi, ça s'est construit sur, parfois c'est des idées volontaristes et on impose, et puis ça, je pense que par rapport à c'est peut-être utopiste, ou je sais qu'il y a beaucoup de problèmes aussi entre pays politiquement et tout, mais ça vaut la peine d'instituer de façon volontariste un fonds commun, peut-être au prorata, je ne sais pas quoi, mais que ça débute tout simplement, mais que ce soit volontariste, ça vaut la peine d'essayer du moins. Très bien. C'est Aïtouzienne. Comment voyez-vous cette coproduction, d'autant plus que Selma vient de lancer une idée assez intéressante à travers la création d'un fonds d'aide de dimension maghrébine. Oui, merci. Bon, d'abord, nous, en marge du festival, nous avons prévu une table ronde consacrée à la coproduction et la distribution des films des pays du Maghreb. Mais moi, je renvoie la balle d'abord aux professionnels. D'abord, c'est aux professionnels de faire le premier pas. Parce que je prends l'exemple de l'Algérie. Mais Bouammar, il a déjà fait. Oui, il a fait déjà, oui. Toujours, le film existe. Hein. Mais aujourd'hui, en Algérie, par exemple, si quand un producteur algérien et une subvention du ministère de la Culture, rien ne l'empêche d'y aller, de chercher, de faire un complément, soit en Tunisie ou bien au Maroc, dans les pays maghrébins et autres. Mais d'abord, l'avantage de la coproduction, c'est pas uniquement les financements, c'est les acteurs, c'est les techniciens. C'est aux professionnels de rentrer en contact entre eux. Par exemple, l'avantage, quand il y a le festival d'Oran, le festival maghrébin d'Alger et les journées de Carthage, et les festivals qui se déroulent au Maroc, je pense que ça donne l'occasion de se voir et de se revoir et de tisser des liens et de faire le nécessaire pour qu'il y ait de la coproduction. Donc, si j'ai bien compris, le mot de la fin, c'est pour le professionnel. Mais évidemment. Mahmoud Ben Mahmoud. Je pense que si on veut être réaliste, c'est ça. C'est aux professionnels de prendre les initiatives, ne fût-ce que pour mettre à l'épreuve les accords qui existent. Et pour tester
dans une expérience grandeur nature, les possibilités de complémentarité. Et ce n'est qu'après avoir accumulé un certain nombre d'expériences avec forcément leurs défauts et leurs qualités, que l'on pourra faire un bilan. Voilà. Et améliorer les choses. Et à ce moment-là, on décidera si un fonds est nécessaire, parce qu'un fonds, c'est une décision politique. Alors qu'ici, on veut partir du concret, de ce qui existe déjà. Faisons-le vivre. Et déjà, on va pouvoir sauver plein de films, permettre de voir le jour à plein de films et rendre l'espoir à plein de jeunes qui ont des difficultés aujourd'hui dans les différents marchés. Moi, je préfère être dans une démarche pragmatique parce qu'elle est entre nos mains. Et là, vraiment, c'est un discours réaliste qui est tenu par Karim que je salue. Et qui n'est pas chimérique, qui n'est pas illusoire et qui ne nous fait pas attendre le Messie, si vous voulez. Donc faisons ça, et puis il sera toujours temps, à la 4e ou 5e édition de ce festival, de faire un bilan et de dire comment est-ce qu'il faut rectifier le tir, comment est-ce qu'il faut modifier les choses et les faire évoluer. Mais ne pensez-vous pas que la volonté politique soit incontournable? Mais d'abord, il faut voir s'il y a déjà des réponses qui existent. Parce que quand l'Algérie a financé le film de Nawfal Sahb Taba, la question a été posée. Elle a financé via le concours de scénario du dernier PANAF, et des réponses ont sans doute été trouvées, puisque le film a pu voir le jour et bénéficier de cette aide. Donc interrogeons d'abord ce qui existe. C'est Aïtou Mziane. Bon, d'abord, comme il a dit monsieur le... Comme il a dit lui. Comme il a dit lui, oui, évidemment, monsieur Ben Mahmoud. D'abord, il faut capitaliser ce qu'il y a. Le mode de financement de transfert des fonds, il n'est pas spécifique avec les pays du Maghreb, il rentre dans une conjoncture générale. De façon générale. Donc on a bien transféré les fonds dans le cadre de la coproduction avec Nawfal Taba, et on a bien coproduit avec Ben Ammar et Madame Nadia Cherabi, les palmiers blessés. Donc il faut multiplier ces expériences. Après on fera le bilan. Très bien. Merci, c'est Aïtou Mziane. J'ai commencé par vous, Salma Bagache, et je terminerai par vous, galanterie oblige, n'est-ce pas? C'est la première fois que vous venez à Alger. J'ai découvert cette ville qui est magique et qui est vraiment cinématographique. Et on a vraiment envie de venir ici et de tourner. Il y a des lieux qui m'ont enchantée. Et voilà, je trouve que c'est important. Je suis très contente d'être venue, d'être là et de pouvoir partager ces débats. Et j'espère qu'un jour, nos souhaits pourront se réaliser. Inch'Allah. Madame, mademoiselle, monsieur, comme d'habitude, je m'arrache douloureusement à votre compagnie un samedi sur deux. Je tiens tout d'abord à remercier nos invités de la soirée qui sont donc Salma Bagache, cinéaste marocaine, qui devrait trouver une 6e corde à son lutte. Nous avons parmi nous ce soir donc Chergui Kharoubi, qui est un documentariste de l'école belge, et c'est loin d'être une blague. Et un autre réalisateur issu de l'école belge, et quel réalisateur, c'est mon ami Mahmoud Ben Mahmoud. Et enfin, Aïtou Mziane Abdelkrim, qui est donc directeur général du Centre national de la cinématographie. Je considère que ça bouge. Le ministère de la Culture a gagné la bataille du patrimoine en faisant passer la loi sur le sauvetage de la Casbah. Il est en passe de gagner une autre bataille, celle du cinéma. Les salles de cinéma qui sont fermées, quand elles n'ont pas été transformées en salles de fête ou en lieu où sont déposés du blé et bien d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le cinéma. Donc l'initiative du ministère à travers ce festival est intéressante à bien des égards. Ce n'est qu'un début qui sera
certainement suivi par d'autres. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous donc dans 14 jours, un samedi, dans le cadre d'une nouvelle escale de votre émission, une émission qui est dédiée donc à la civilisation, à l'histoire et à la culture des pays du bassin méditerranéen. Au revoir.